Bienvenue sur cet atelier à la table ronde des financeurs par les financeurs, la cartographie des financements par les financeurs eux-mêmes. Je me présente, Régis Siounandan, je suis le directeur adjoint de France Active Réunion. Donc, dans un premier temps, on va se présenter et on reviendra après sur la thématique, bien sûr, de cette table ronde. Je vous invite à vous projeter pour pouvoir poser toutes les questions que vous voulez après les interventions de chacun. Et on aura aussi un temps d'échange sur la fin de toutes les interventions. C'est important pour nous de pouvoir vraiment avoir vos retours, votre avis sur tout ce qui pourra être dit aujourd'hui. Donc tout ça dans une ambiance, j'espère, très conviviale, très cool. Et c'est ça le challenge que nous avons aujourd'hui à relever ensemble. Donc on va commencer déjà par Monsieur Donadieu, qui est le rapporteur de notre table ronde. Bonjour à tous, donc Thierry Donadieu, je suis de la Direction régionale des finances publiques. Je suis adjoint au SIP de Saint-Benoît, en charge de l'antenne de Saint-André. Donc confronté à énormément de public et on mesure à cette occasion le besoin de formation, d'aide, de soutien pour l'utilisation des outils numériques. Quitte à être un peu provocateur, je dirais qu'il n'est pas normal que l'État, les collectivités territoriales, tous les acteurs publics soient très impliqués dans les financements, dans la mesure où l'outil numérique est devenu incontournable. Et alors on peut le regretter, mais je le regrette en tout cas, mais quelquefois le seul moyen d'accès à nos services. C'est-à-dire qu'on est dans un paradoxe où on promeut l'utilisation du numérique, mais en opposition, on ferme les voies habituelles d'accès à nos administrations. Alors, dans mon domaine, par exemple, la déclaration d'impôt, elle est devenue obligatoirement numérique. Et on a fermé la possibilité aux gens de faire une déclaration papier. Contacter l'administration maintenant, c'est quasiment obligé de passer par un email, par la voie numérique. On ferme, payer son impôt, c'est devenu obligatoire par la voie du télépaiement. Donc on ne laisse pas d'alternative. Donc en contrepartie, il me semble normal de financer, puisque c'est le thème de l'atelier, d'être au moins un des principaux acteurs de financement pour éviter de laisser les usagers sur le bord du chemin. Voilà, en quelques mots. Merci beaucoup. Je vous laisse prendre le micro devant vous. Merci, Monsieur Donadieu. On continue avec Monsieur Nicole. Donc bonjour, Fabrice Nicole, je viens de Métropole, je suis basé à Montélimar. Je suis directeur général d'une coopérative sur Montélimar qui regroupe à peu près 80 personnes. Et dans ce cadre-là, on a une mission de coordination de l'ensemble des acteurs de la médiation numérique au niveau départemental et régional. Donc nous, notre travail, notamment vis-à-vis du financement, c'est d'essayer de mutualiser le maximum avec toutes les institutions sur comment arriver à financer toutes les actions qui sont en train de se passer sur le territoire, de les coordonner et d'avoir plutôt une vision transversale, c'est-à-dire d'arrêter de porter des dispositifs, mais plutôt d'essayer de les coordonner pour essayer d'avoir une meilleure réponse possible aux usagers. Donc dans ce cadre-là, nous, on coordonne cette partie-là et on regroupe à peu près aujourd'hui une 60aine d'espaces. Et on essaye de trouver une solution au modèle économique qui n'est pas toujours facile, donc de payer des personnes qui travaillent, de pouvoir aussi trouver des financements hybrides, ce qu'on appelle différents financements publics-privés. Donc voilà, nous c'est principalement notre travail. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je suis Graziella Zitt, animatrice du marché des professionnels et donc aussi des associations au Crédit Agricole de la Réunion et aussi pour Mayotte. Donc je suis en charge de tout ce qui est animation, coordination et pilotage de tous les processus liés à ce marché.
dont la partie financement également, mais pas exclusivement, parce que quand on parle de financement pour un banquier, on parle aussi de couverture, d'assurance, donc de l'accompagnement dans le domaine de la banque au quotidien. Donc lié à vos activités à vous. Donc c'est un petit peu mon rôle au niveau du Crédit Agricole de vérifier que les processus qui sont mis à votre disposition soient bien mis en place et de gérer un petit peu les irritants qui arrivent à notre niveau. Voilà. Merci Graziella. On continue avec... Bonjour à tous. Tanguy Sévadenué, délégué régional et départemental à la vie associative au sein de la DRAGES, ex-Jeunesse et Sport pour ceux qui l'ont connu, aujourd'hui délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, donc rattachée au rectorat. La mission du délégué régional départemental à la vie associative est d'accompagner les politiques publiques de l'État en faveur des associations et être le relais des acteurs associatifs du territoire vis-à-vis des services de l'État. Ça implique effectivement la remontée des problématiques que rencontrent les associations, puisque l'État aussi n'est pas parfait, il a aussi besoin de s'améliorer. Et donc l'objectif étant de créer des outils qui permettront aux associations d'avoir mieux accès au financement, donc donner une meilleure lisibilité, j'y reviendrai tout à l'heure, et accompagner également les associations dans l'accès à ces demandes de financement. Donc certes, on est de plus en plus sur le numérique, certains connaissent le compte asso pour les financements DEAL ou DRAGES, et désormais la secrétaire d'État a souhaité qu'il y ait une plateforme unique pour la totalité des demandes de subventions vis-à-vis de l'État. Donc ce sera servicepublic.fr. La DAC, donc la Direction des Affaires culturelles, s'y est mis, puisque du coup vous pouvez demander une subvention jusqu'au 31 décembre. Et l'enjeu, c'est que désormais il y ait un compte unique pour chaque association et un accès unique, et que nous soyons présents pour accompagner les associations avec des acteurs aussi de terrain pour pouvoir utiliser cet outil numérique de demande de financement public. Alors, je vous propose de continuer. On reviendra après pour les questions. En tout cas, si vous ne le saviez pas, voilà le scoop, une plateforme et une adresse unique pour faire les demandes de financement au niveau de l'État. On continue avec Sonia. Bonjour à tous, moi je suis Sonia Serra, je représente aujourd'hui POC-POC, qui est une plateforme de financement participatif réunionnaise qui est dédiée aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont une grande majorité d'associations. Et mon travail consiste tout simplement à aider les plus beaux projets de l'île à gagner des fonds en complément d'aides publiques ou privées, et de les accompagner aussi dans toute une démarche qui est à la fois numérique mais pas que, puisque le financement participatif c'est aller vers les autres, s'organiser, fédérer une communauté, impliquer les bénévoles ou impliquer des salariés. Donc il y a toute une démarche inclusive, numérique mais pas que. Merci. Donc vous l'avez compris, le financement ce n'est pas uniquement des outils, c'est aussi beaucoup d'accompagnement, de méthodologie, et c'est tout ce qui fait la réussite justement des projets. En plus des financements, il faut être bien préparé, bien accompagné. Je précise que cette table, aujourd'hui, cette table ronde, n'est pas une tribune pour faire remonter toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir, mais c'est bien effectivement de savoir qu'il en existe, mais plutôt profitons de cet esprit positif qui nous est donné pour pouvoir justement connaître tout ce qui est possible et voir comment est-ce qu'on peut améliorer certaines choses. Pour mes collègues qui sont présents, on m'a dit que je ne souriais pas assez, donc n'hésitez pas à sourire aussi, histoire de dire qu'on passe un bon moment ensemble. Mais sinon, j'espère qu'effectivement, cette question d'argent, de nerf de la guerre, en règle générale, c'est très intéressant pour tout le monde. Ça a pu attirer du public. Je sais qu'il y aura certainement des personnes connectées. Ce que je veux dire, c'est que les dernières années, et notamment la crise, a montré à quel point il était essentiel de pouvoir compter sur des associations, mais encore plus essentiel de pouvoir compter sur tout ce qui était autour du numérique. D'accord ? Pendant le confinement, on était obligé de faire des conseils d'administration, par exemple, et donc il a bien fallu les faire même à distance. Donc le soutien à cette branche du numérique est absolument important. Aujourd'hui, on a voulu aller au-delà du numérique, donc on parlera des aides liées au numérique, mais aussi des aides qui sont destinées aux associations qui peuvent avoir une autre activité, et pourquoi pas une partie dans le numérique,
aux associations qui veulent se lancer dans le numérique. Donc on va essayer de balayer l'ensemble des dispositifs qui sont connus. Avec les excuses quand même de Monsieur Tomatini de la préfecture qui n'a pas pu être avec nous ce matin et Marie-Joëlle Roussel de la région Réunion. Donc je sais que certains, Monsieur Misselin, vous étiez venu pour l'Interreg, on en reparlera. Malheureusement, elle ne sera pas là ce matin. On verra comment est-ce qu'après on peut continuer de faire des connexions de toute façon. Alors, ce que je vous propose, c'est que on commence avec Monsieur Seva de Nué, qui va nous expliquer quelles sont les aides qu'il va pouvoir, qu'il connaît, qu'il va pouvoir proposer notamment. Et sur la fin de l'intervention, on prendra des questions et on pourra commencer un premier temps d'échange comme ça. Est-ce que ça va ? Parfait. Donc voilà, si on devait parler des aides identifiées au niveau de l'État en général, qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ? Alors sur les aides de l'État, il faut bien distinguer les aides qui relèvent d'appels à projets directement des ministères, qui ne sont pas gérés au niveau du territoire. Je pense notamment au ministère des Outre-mer qui nous concerne. Nous n'avons aucun moyen d'intervention où nous ne sommes pas non plus soutien aux appels à projets que peut lancer le ministère des Outre-mer. Les associations peuvent directement solliciter le ministère sur 3 temporalités dans l'année et d'autres ministères ont le même mode de fonctionnement. Sur un deuxième plan, il y a les appels à projets qui sont gérés par les services déconcentrés de l'État. Vous connaissez donc la DAC, la Direction des Affaires culturelles, la DEAL qui s'occupe de l'environnement, l'ARS, l'Agence régionale de santé, la DRAGES, la DETS pour l'insertion par l'activité économique. Voilà, ces services déconcentrés de l'État ont leurs propres appels à projets qu'ils lancent au fil de l'eau, voilà, dans l'année. Alors effectivement, on nous fait beaucoup remonter que l'État fonctionne beaucoup par appel à projets. Oui, c'est vrai, c'est une problématique pour les associations avec finalement peu de conventions pluriannuelles d'objectifs, ce qu'on appelle dans notre jargon les CPO, ce qui oblige les associations tous les ans à être vigilantes sur quand est-ce qu'est lancé l'appel à projet, est-ce qu'il est lancé à la même date, où est-ce que je peux trouver l'information, qui peut m'accompagner dans le remplissage de dossiers. Donc on reconnaît tout à fait qu'on peut s'améliorer et c'est pour ça qu'on travaille depuis quelques mois avec les services déconcentrés à la publication d'un calendrier prévisionnel qui regroupe la totalité des appels à projets des services déconcentrés de l'État à La Réunion. L'objectif, c'est qu'il vous soit communiqué d'ici milieu du mois de décembre, donc il me reste une semaine pour le faire, et il synthétisera les appels à projets de l'ARS, de la DEAL, de la DAC, de la DRAGES, de la DETS, de la préfecture et de la sous-préfecture à la cohésion sociale et à la jeunesse. Comme ça, les associations, alors ça sera un calendrier prévisionnel, puisque on est toujours soumis à des aléas budgétaires quand est-ce que nous sont versés les sous des ministères, mais approximativement à la moitié du mois près, ce sera finalement assez réaliste et donnera une bonne visibilité aux associations sur l'année 2023. Voilà. Ces appels à projets sont de plus en plus conjoints, notamment quand je prends le sport santé qui fait l'objet d'un appel à projet conjoint ARS, DRAGES et conseil régional. L'idée, c'est qu'on arrive à associer progressivement les collectivités locales dans des appels à projets conjoints. Chacun gère son enveloppe, mais ça évite à l'association d'avoir à lancer un dossier pour la région, pour l'ARS et pour la DRAGES. Et en plus, nous-mêmes, ça nous est beaucoup plus utile puisque on est sur une commission unique avec partage d'informations et avec visibilité si tel ou tel cofinanceur apporte les cofinancements. Puisque, comme vous le savez tous, personne ne finance à 100% un projet. Voilà. Donc c'est cet enjeu sur lequel on travaille pour faciliter, 1, la lisibilité et la lecture des appels à projets sur l'année, 2, éviter la multiplication des dossiers que doivent faire les associations, et 3, faciliter la concertation et la lecture unique des dossiers que les associations peuvent déposer. Voilà. Donc ça, c'est en cours, c'est un travail qu'on est en train de mener. Et 2, on entend souvent dans les reproches qu'ils nous ont faits qu'il n'y a pas de financement sur le fonctionnement aux associations, mais uniquement sur les investissements ou les projets innovants. Alors ce n'est pas complètement vrai, puisque si vous regardez aujourd'hui la campagne d'appel à subvention de la DAC, vous avez et le fonctionnement et les nouveaux projets.
Vous avez jusqu'au 31 décembre pour déposer votre dossier. Pareil sur le fonds de développement à la vie associative, qui s'appelle en jargon le FDVA 1 et le FDVA 2, qui est lancé tous les ans, alors sauf cette année, mais c'était très spécifique, courant du mois de février. Il permet de financer 1. le fonctionnement des associations, 2. les projets innovants et 3. la formation des bénévoles des associations sur des plans de formation pluriannuels, puisque les associations peuvent obtenir une CPO sur 2 ans ou 3 ans. Voilà. L'objectif, c'est qu'on associe là, sur le FDVA également la région et d'autres services de l'État sur le soutien au fonctionnement des associations. Voilà. Pour éviter effectivement que les associations aient chaque année à redemander sur des nouveaux projets et finalement être dans une culture du projet pour obtenir les financements et non pas sur la sécurisation des fonds de l'association par rapport à son action quotidienne. Et pour répondre à ces appels à projets, sachez que les associations ont des acteurs sur le territoire qui peuvent les accompagner gratuitement pour répondre à ces appels à projets. Déjà, nous, Dragès, nous recevons, alors je sais que ça ne se fait pas partout dans les services de l'État, mais nous recevons les associations, nous avons un accueil, les associations ont la possibilité de nous appeler et de caler un rendez-vous pour être accompagnés donc, par mois sur les problématiques qu'elles peuvent rencontrer, les questionnements qu'elles ont ou sur des questionnements vis-à-vis des appels à projets qu'on gère. Et l'ensemble des services de l'État mettent des références sur les appels à projets qui peuvent renseigner. Alors bien sûr, on ne fait pas à la place de l'association, mais on répond aux questionnements et ça permet toujours d'avoir un premier retour sur est-ce que mon projet ou mon action est éligible ou est pertinente au regard de l'appel à projet. Vous allez nous dire, oui, mais vous ne répondrez pas, etc. En fait, si, parce que nous, ça nous évite d'avoir 500 dossiers pour une enveloppe de 100 000 euros, alors qu'on a 7 millions d'euros de demandes, et d'avoir à traiter tous ces dossiers, alors qu'on a 25% des dossiers. Si dès le départ, on avait eu un premier échange, on aurait pu dire, non, votre dossier n'est pas éligible au regard de la feuille de route. Voilà. Et ça évite les désagréments de l'association qui a fait tout le dossier et qui, à la fin, a un retour négatif sur son dossier qu'elle a pu déposer. Voilà. Vous avez ensuite, et la Dragès accompagne financièrement et en ingénierie de projet plusieurs structures du territoire pour justement être en capacité de vous accompagner, acteurs associatifs, sur comment répondre à un appel à projet. Il faut que je me dépêche. Alors non, c'est très intéressant parce que souvent, il est déjà arrivé qu'on se retrouve devant un formulaire de demande de subvention. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette case ? C'est pas toujours évident. Exactement. Donc c'est important de savoir qu'il y a la possibilité quand même de contacter effectivement les services pour pouvoir répondre à cette question. On est sur les financements publics, on va continuer bien sûr, mais effectivement il y a plusieurs mots qui ont été abordés, hybridation des ressources, ce qui implique la diminution des financements publics de plus en plus, et donc qu'on soit passé aussi avec la loi NOTRe à des appels à projets pour les associations et aussi dans ce contexte européen. D'accord ? Donc il y a des obligations légales qui nous amènent à tout ça. Et donc il a fallu trouver des solutions. Les services du coup se sont mobilisés et c'est vrai qu'on a vu, notamment sur le FDVA, un réel changement cette année. Donc non, c'est très bien, on peut poursuivre, il n'y a pas de souci. Donc on accompagne la MDA de Saint-Benoît, qui est une association et qui a pour mission d'accompagner les associations, et pas que de Saint-Benoît, puisqu'elle élargit son territoire d'intervention pour que les associations puissent avoir un meilleur accès aux appels à projets, savoir comment on y répond, comment on remplit un document CERFA, etc. Vous avez l'Office municipal des sports et d'éducation populaire de Saint-Paul, donc l'OMSEP. Vous avez également la MDA, Maison des associations de Saint-Joseph, mais vous avez aussi France Active qui propose des sessions d'intervention d'ateliers au-delà du DLA. Vous avez la CRES et vous avez aussi l'IREPS sur les projets plutôt santé, puisque l'ARS soutient et finance l'IREPS pour accompagner les associations qui souhaiteraient déposer des projets sur les appels à projets liés à la santé, à la nutrition ou au sport santé. Alors la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, et l'IREPS, l'Institut régional d'éducation et de prévention. Qui peut m'aider C'est ça. Prévention santé. Merci. Oui, on aime beaucoup les sigles.
Voilà. Même si je précise que l'IREP a un statut associatif. Donc ces acteurs du territoire, et pour Saint-Denis, la FEDEP est en train de se positionner pour accompagner aussi les associations. Donc l'idée, c'est que un porteur de projet associatif, un bénévole, un dirigeant associatif, un salarié d'association se pose des questions sur comment répondre à tel projet ou quelle méthode je dois mettre en place pour répondre à cet appel à projet. Et j'ai un acteur identifié sur le territoire, à proximité, qui peut m'accompagner pour répondre à cet appel à projet. Voilà. La secrétaire d'État Marlène Schiappa, donc à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative, a annoncé donc au mois de octobre dernier, qu'elle souhaitait la mise en place d'un formulaire unique et d'un espace unique pour que les associations puissent déposer leur demande de subvention auprès des services de l'État et progressivement l'ouvrir aux collectivités locales. Bon, ça, c'est un vœu pieux qui existe depuis des années. Je ne vous apprends rien. Au début, c'était un CERFA unique que finalement n'est utilisé que par une partie des services de l'État. Chaque collectivité locale sur notre territoire a sa plateforme dématérialisée. Puis finalement, ça a été le compte asso où seule la Dragesse et la DEAL utilisent. Mais désormais, il n'y aura plus le choix. Donc l'enjeu, c'est qu'au cours de l'année 2023, il faut quand même nous laisser le temps de mettre ça en pratique, mais la DAC s'y est déjà mis. Ce sera sur le servicepublic.fr qui sera, après ça c'est un dispositif du gouvernement où l'idée c'est que chaque citoyen puisse avoir un espace unique où il fait aussi tout son volet administratif personnel, mais aussi une association puisse déposer ses dossiers de subvention. Voilà. Nous, l'enjeu, c'est que ça permet aussi de centraliser les données, puisque nous avons depuis cette année une application spécifique aux agents de service de l'État qui permet d'avoir une lisibilité sur l'ensemble des subventions publiques de l'État accordées à chaque association et donc de pouvoir avoir confirmation sur les cofinancements que les associations ont pu obtenir dans le cadre d'un projet. Voilà. Donc si par exemple vous déposez un dossier auprès de la Dragesse et vous mettez 30% de cofinancement de l'ARS ou de la DAC, moi je vais sur mon application et j'ai la confirmation ou pas du coup que vous avez obtenu ou pas le cofinancement de l'ARS. Et donc ça c'est un plus pour votre dossier parce que ça permet d'avoir cette lisibilité, me dire oui, moi je peux accompagner votre projet parce qu'il est pertinent, parce qu'il correspond à des besoins auxquels vous souhaitez répondre. Et en plus, au-delà des sous que vous demandez à la Dragesse, vous avez obtenu le cofinancement de l'ARS ou de la DAC. Voilà. Alors comment on fait pour déposer justement une demande de financement à la Dragesse ? On va sur le site internet ? Alors pour toute demande pour alors donc chaque service de l'État a un site internet dédié. Je reconnais que celui du rectorat de La Réunion n'est pas le plus sexy, merci du terme. Donc comme nous sommes désormais une délégation régionale académique, nous avons un petit onglet Dragesse qui se situe dans un petit espace du site du rectorat. Voilà. Donc je vous invite à taper directement Dragesse Réunion sur vos moteurs de recherche quels qu'ils soient et qui vous permettra d'accéder directement tous les appels à projets de la Dragesse. Effectivement, un jour, ce qui serait bien, c'est qu'on ait un site unique des appels à projets ou des campagnes de subvention des services de l'État. Mais sur tous les sites que j'ai mentionnés tout à l'heure, donc Dragesse, Préfecture, ARS, DAF, DAC, DEAL et Agence nationale du livre, etc., nous aurons tous le même calendrier qui sera affiché avec toutes les coordonnées des sites internet spécifiques où il y a les appels à projets et avec tous les numéros de téléphone des référents des services de l'État que vous pourrez solliciter dans le cadre des appels à projets. Voilà, donc peu importe sur quel site des services de l'État à La Réunion vous irez, vous aurez accès au même calendrier avec les mêmes coordonnées et vous aurez cette lisibilité sur tous les appels à projets. Voilà. Ça c'est très important. Merci beaucoup. Moi, je l'ai appris il y a très peu de temps qu'il y aura ce calendrier-là de tous les appels à projets. Donc ça va vraiment être très important. Ça va bien servir. Et il y a aussi, du coup, comme ça a été dit, la possibilité de se rapprocher des opérateurs pour pouvoir aussi avoir des informations. Donc, il y a plusieurs possibilités. On parlait de l'IAE tout à l'heure avec l'ADETS. Et effectivement, ils ont mis un dossier unique en place avec des financeurs qui sont l'État et les collectivités. Donc, ça veut dire que c'est possible et qu'on y arrivera. Pourquoi je parle de l'IAE ? C'est parce que là, on est dans les aides classiques pour tous les secteurs d'activité, mais dans l'insertion par activité économique, l'IAE, on a pu
financer des associations qui portaient des ateliers de chantier d'insertion dans le numérique. Donc je refais le lien avec la thématique, c'est qu'il y a des financements publics et des financements qui vont permettre aux associations de développer des thématiques et parfois des thématiques qui sont vraiment en lien avec le numérique. Il ne faut pas se limiter, je veux dire, aux aides du numérique, il faut vraiment élargir pour pouvoir aller sur ce champ d'action, par exemple. Donc on a bien vu les aides possibles et les moyens de pouvoir les mobiliser. On va commencer à prendre des questions. J'ai compris qu'il y avait une première question dans la salle. Bonjour, Olivier Bénard, président de la EdTech. J'avais une première question sur, vous avez déjà répondu sur le portail qui n'est pas encore utilisé par tous les ministères. Parce que le MOM ne l'a pas encore utilisé, on est obligé de refaire une deuxième fois un deuxième compte. Et j'imagine que c'est la même chose pour le ministère des Affaires étrangères, qui a aussi une aide pour ici. La question est plutôt sur tous ces nouveaux financements viennent par rapport à des nouvelles lois, des nouvelles gestions qu'il y a depuis avril 2021 et avril 2022 sur la gestion associative, qui augmentent les charges administratives et la pression administrative et fiscale sur les associations, qui demande derrière aussi une justification du statut réel à but non lucratif avec la mise en valeur des bénévoles, bien sûr avec ce compte asso. Et on a remarqué, nous, sur le territoire, lors du dernier événement qui avait été organisé par les commissaires aux comptes et les experts comptables, que ceux-ci sont beaucoup moins présents, fournissent beaucoup moins d'éléments qui permettent d'être autonomes sur sa gestion administrative et financière, et facture beaucoup plus cher qu'avant les interactions. Pour pouvoir monter ces différents dossiers, il faut avoir une gouvernance claire et limpide. Malheureusement, beaucoup d'associations sont en transition aujourd'hui. Et le Covid est aussi passé par là. Il y a des présidents qui ont décédé. Et ça, c'est dramatique pour l'inclusion aujourd'hui. Et j'aimerais savoir quel aspect vous allez mettre en place pour accompagner réellement fiscalement, pas uniquement les financements, les associations sur le terrain, et est-ce que des accords vont pouvoir être mis en place avec l'ordre des commissaires aux comptes et l'ordre des experts comptables pour permettre que cette interaction qu'il y avait avant naturelle, dont un livret qui était publié chaque année pour gérer son association, soit à nouveau mis en place? Alors sur la tarification des prestations des commissaires aux comptes, experts comptables, ça, je ne pourrais malheureusement pas vous répondre sur le sujet. Néanmoins, l'idée, c'est qu'on travaille effectivement, enfin, on est en cours de collaboration avec le CROEC et la CRCC, donc l'association des commissaires aux comptes et l'association des experts comptables du territoire, pour deux objectifs. Le premier, c'est que les ateliers et les séances d'information qu'ils font de manière gratuite soient plus importantes en nombre et plus visibles et lisibles, puisque nous-mêmes, nous n'étions pas forcément au courant de ce type d'action qu'ils pouvaient mettre en place, alors qu'ils le font régulièrement au cours de l'année. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point sur lequel nous travaillons, c'est qu'on ait un langage commun, nous, services de l'État, et eux, professionnels du chiffre, sur comment on appréhende un budget prévisionnel et un rapport d'un expert comptable ou d'un commissaire aux comptes, pour plusieurs raisons. C'est que nous, quand on reçoit effectivement des dossiers de demande de subvention et qu'on a un rapport, soit de l'expert comptable ou du commissaire aux comptes, il faut qu'on soit en capacité de clairement le comprendre, et que quand un commissaire aux comptes ou un expert comptable accompagne une association, ce n'est pas que du chiffre, c'est aussi un investissement bénévole, c'est un projet sur un territoire, c'est un impact social, et que cette double vision est nécessaire pour correctement accompagner les associations. Donc ça, c'est un autre point qui est en cours de travail. La question aussi de l'expert comptable, et c'est vrai que, alors, soit c'est un défaut de communication ou pas, encore beaucoup d'associations nous appellent pour demander s'il est obligatoire d'avoir un expert comptable. Non. On est d'accord que seul le commissaire aux comptes est obligatoire à partir d'un certain volume de finances publiques et non pas de recettes de l'association. Donc ça, c'est peut-être pas forcément encore clair. Donc ça nous aussi nous améliorer sur ce travail de communication. Et on rappelle aux associations qu'elles peuvent tout aussi
avoir un trésorier qui sait travailler les chiffres ou avoir un comptable interne à l'association ou un salarié qui est en capacité de traiter l'ensemble de la comptabilité d'une association. Après, on est d'accord qu'il y a une différence entre une association qui reçoit 10 000 euros de fonds publics à l'année et une association qui gère des financements européens ou qui est sur 800 000 à 1 million d'euros de financement public. On n'est pas sur le même niveau de lisibilité sur les chiffres, on n'est pas non plus sur les mêmes besoins. La difficulté, et je vous rejoins sur le fait que pendant 2 ans, avec la crise Covid, l'ensemble des services de l'État, mais pas que eux, ont été assez souples sur les documents qui pouvaient être produits par les associations, parce que c'était compliqué, parce que les associations ne pouvaient pas se réunir, parce qu'au début on ne savait pas si on pouvait faire une AG à distance, qu'on ne savait pas comment faire les comptes de résultats, etc. Aujourd'hui, on est revenu à un cadre plus strict. En tout cas, ce n'est pas un cadre plus strict. On est revenu à l'application du cadre normal qui était appliqué avant la crise Covid. Et effectivement, on l'a vu sur le premier appel à projet du FDVA cette année, nous avons rejeté 58% des dossiers pour incomplétude. Parce qu'il n'y avait pas eu de compte de résultats depuis 3 ans, parce que le nouveau bureau ou conseil d'administration qui s'était monté, parce qu'il y avait une perdition de la gouvernance, parce que c'était compliqué et qu'ils ne voulaient plus s'impliquer, on a eu effectivement beaucoup de dossiers qui ne pouvaient pas être traités parce qu'incomplets. Donc on a accepté ce fait-là et on a lancé un deuxième appel à projet en proposant aux associations qui avaient été rejetées une première fois de redéposer un dossier en leur indiquant qu'est-ce qui manquait et comment ils pouvaient régulariser la situation. Donc là encore, on a été compréhensif de la situation. Et une autre réponse qu'on va mettre en place, c'est un dispositif national qui a été expérimenté sur 3 régions en métropole, qui s'appelle Guidasso, ex-AVA, l'accompagnement à la vie associative locale, qui a été expérimenté dans les Hauts-de-France, en Aquitaine et en Bretagne. La Réunion est le premier territoire des SEMAG, des Outre-mer. Et l'idée, c'est d'identifier des structures sur le territoire sur 4 niveaux. Premier niveau qui est un niveau d'orientation, un deuxième niveau qui est sur de la primo-information, un 3e niveau qui est sur de l'accompagnement généraliste et un 4e niveau qui est un accompagnement spécialiste sur des sujets très particuliers. L'idée, c'est que je suis porteur de projet associatif, bénévole, responsable associatif, président, salarié. J'ai une question, un besoin identifié et je peux trouver à proximité, géolocaliser, le niveau qui m'intéresse et qui peut m'apporter réponse à ce besoin, qu'il soit juste sur de l'orientation ou de l'information ou de l'accompagnement. Et l'ensemble de ces services seront gratuits puisque financés en majorité par les services de l'État, plus particulièrement par la DRAGES. Voilà. L'idée, c'est qu'effectivement, on a une réalité sur notre territoire qui est, la difficulté sur certains territoires, notamment sur les hauts, d'accéder aux informations, parce que souvent elles sont dans les bas, dans les mairies centrales ou dans les services de l'État qui sont en grande majorité à Saint-Denis. On est une association à Sillaos ou à Saint-Philippe. Comment je peux avoir un service de proximité qui peut me renseigner, me donner les informations. Et moi, j'ai toujours eu comme partenaire unique la collectivité locale la plus proche, la mairie. C'est du dossier papier. Maintenant, on me demande de diversifier mes financements pour X, Y raison des choix de la collectivité, mais je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais été amené à le faire. Donc comment je peux être accompagné dans cette démarche ? La volonté, c'est d'accompagner l'association à partir des problématiques qu'elles ont au quotidien. Donc on espère, et après c'est un dispositif qui est en cours d'essaimage, donc il aura aussi besoin d'être amélioré à partir des remontées des associations, qu'on puisse répondre correctement aux attentes des associations. Voilà. Et en s'appuyant sur des acteurs associatifs aussi de proximité, parce qu'on est souvent mieux accompagné par son père que par un service de l'État ou par une collectivité qui n'a pas la même perception des problématiques que peut rencontrer une association. Voilà. Donc c'est toujours, quand on est président ou présidente d'une association, si je peux être accompagné par une autre présidente ou un autre président d'une association, au moins on sait qu'on peut partager des problématiques similaires et qu'on est sur les mêmes compréhensions et les mêmes difficultés que l'un ou l'autre a pu traverser. Voilà. Donc ça ne répondra pas à toutes les difficultés, néanmoins, on y travaille. C'est exact, et depuis 2019 d'ailleurs la DRAGES travaille sur ce projet qui donne aujourd'hui cette expérimentation Guidasso, et ce projet avait 2 volets. Le premier volet, c'était travailler effectivement à destination des associations, mais l'autre volet, c'était de travailler aussi avec les collectivités, les communes, de manière à améliorer aussi les premières réponses, le premier niveau de réponse de proximité. Donc
c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'accompagnement est vraiment très important au-delà des financements. Et vous avez des dispositifs comme celui qu'on porte, le dispositif local d'accompagnement, qui va permettre de professionnaliser, de faire monter en compétence les membres du bureau ou de l'association. Mais il y a aussi, tout à l'heure on en parlera avec Graziella Lazit du Crédit Agricole, un petit livret du dirigeant aussi qui est très bien fait. Donc il y a différentes aides qui sont aussi bien de sources publiques que sources privées, et tout autant elles sont accessibles car elles sont financées par l'État, notamment pour le DLA, l'État, la région et la Banque de territoire. Merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, une question pour monsieur. Oui, alors on va compléter juste avant. Allez-y, complétez. Oui, non, sur la question, en fait, je trouve que pour le coup, elle est essentielle parce qu'en fait, dans une logique d'appel à projet qui est mise en place aujourd'hui, ça demande aussi de la professionnalisation des associations. Et c'est une vraie question parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que ça fait déjà un tri dans les associations. Certaines n'ont pas accès au financement parce que pas de ressources ou pas les personnes nécessaires. Et donc, il y a un vrai sujet là-dessus. En tout cas, je trouve que la politique mise en place est plutôt intéressante parce qu'elle est transparente, mais par contre, elle pose des questions essentielles. Moi, je trouve que cette politique-là, en tout cas, pose des vraies questions sur l'égalité, sur l'accès. Alors, bien sûr, il y a des plateformes, tout le monde a accès, mais qui a la compétence pour y répondre ? Comment ça se passe ? Quelles sont les incidences d'ailleurs fiscales sur les logiques d'appel à projet? On arrive sur des règles de minimi assez rapidement. Donc, il y a des vraies questions sur lesquelles les gens n'ont pas forcément la technicité pour y répondre. Donc je trouve que la question est intéressante et il y a des expérimentations qui ont été faites aussi en région Bouches-du-Rhône où il y a un appel à projet en fait où le département et la région ont essayé de lancer un appel à projet pour professionnaliser les associations, et donc il y a vraiment des gens qui vont accompagner les dirigeants à toutes les questions possibles, fiscales, comptables, et c'est fait aussi par des experts comptables. Donc voilà, donc il y a un besoin en fait vraiment de s'emparer de ces sujets, et c'est pas uniquement de répondre à un appel à projet. Et après aussi, je trouve que ça pose la question de la course aux subventions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'association a un objet social, elle répond à des trucs, et à un moment donné, pour des financements, on va les chercher, on va peut-être sortir de son champ d'action, et du coup, ça devient compliqué aussi en termes de... Donc je trouve qu'en tout cas, il y a un vrai sujet avec l'État sur ces politiques-là qui sont pas si simples que ça, en fait, finalement. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pas si simple, et je dirais même que il y a plusieurs niveaux d'associations, comme ça a été dit. On a des associations qui fonctionnent avec un budget recettes-dépenses, en fait. Donc on n'est pas dans la comptabilité d'engagement, on n'a pas besoin d'aller avoir recours à des experts comptables ou autres. Par contre, c'est ceux qui sont à ce niveau-là d'engagement, ils auront besoin de plus de professionnalisation, et c'est pour celle-ci qu'il y a soit des dispositifs effectivement financés par l'État, soit des réponses au niveau local. On va parler notamment de groupements d'employeurs qui vont permettre de mutualiser des salariés qui vont pouvoir s'occuper justement de cette question de comptabilité. On a mis en place également à travers le DLA des accompagnements collectifs sur les réponses à appel à projet, la méthodologie, et on en mettra en fonction des besoins. C'est-à-dire que si on identifie qu'il y a des questions sur des thématiques de la fiscalité ou autres, comme on l'a déjà fait, on les remettra en place. Et tout ça, effectivement, financé par l'État. Avec d'autres dispositifs possibles qu'il faudra identifier. Donc ça existe. Par contre, il faut pouvoir à un moment donné l'identifier, donc le manifester. Donc très bien aujourd'hui, mais voilà, n'hésitez pas à contacter les différents services pour qu'on puisse vraiment mettre en place ce qui est possible, en tout cas aujourd'hui. Merci beaucoup. On continue avec la question. Alors bonjour, Marcel Misselin, je suis président de la SEB, Société d'entraide de bienfaisance à l'île Maurice. Alors évidemment, moi j'étais surtout venu pour l'Interreg, mais disons que les débats que j'entends ici m'intéressent dans la mesure où je me pose des questions sur ces financements-là. Nous, ça existe effectivement pour les Français de l'étranger. Il y a ce qu'on appelle le programme 151 qui prévoit donc un certain nombre de subventions pour les associations à l'étranger. Alors, ce qui m'intéresse dans votre exposé, c'est finalement, au bout du bout, qui prend la décision d'accepter ou de rejeter un projet.
Est-ce que c'est administratif? Est-ce que c'est des algorithmes? Est-ce que c'est effectivement éventuellement politique? Alors ça m'intrigue parce que moi, les codes, tous ces codes-là, je ne connais pas trop. Hein, voilà. Donc c'est le sens de ma question. Voilà. Okay. Alors, je ne m'avancerai pas pour les finances publiques, mais nous ne sommes pas suffisamment avancés à l'État pour avoir des algorithmes pour décider à notre place en fonction de critères prédéfinis, etc. Je sais qu'il faut... Voilà. Et ce n'est pas... nous n'avons pas d'élus. Bon, je vais répondre très clairement. Alors, je ne pourrais pas répondre pour tous les services de l'État, parce que je ne suis pas dans tous les services de l'État. J'ai une lisibilité sur certains modes de fonctionnement. En tout cas, ce qu'on met en place, c'est une co-instruction des dossiers de RAGES, c'est-à-dire que quand on reçoit les différents dossiers, peu importe les appels à projets, il y a l'agent qui est référent sur l'appel à projet, qui centralise, qui va vérifier d'abord la conformité du dossier, l'éligibilité du dossier et la complétude du dossier. Voilà. Donc là, on est sur un traitement purement administratif. Vous avez été créé il y a moins d'1 an, vous n'êtes pas éligible. Vous avez, alors en plus pour nous, et je fais référence à votre association, les associations qui n'ont pas leur siège social dans le département ne sont pas éligibles à nos financements. Ensuite, on répartit les dossiers en fonction des agents qui peuvent se positionner sur l'instruction des dossiers. On fait ensuite une réunion de co-instruction qui permet de prendre en compte l'avis de chacun des instructeurs et que même entre nous, le co-instructeur doit présenter son avis à ses collègues pour savoir effectivement si ça amène un débat, s'il n'y a pas d'autres enjeux, puisque à La Réunion, alors l'estimation est de 14 000 à 15 000 associations. Je prends le cas du FDVA sur le premier appel à projet. On a reçu pour une enveloppe de 500 000 euros un total de budget prévisionnel, de demande de 7 millions d'euros. Donc ça veut dire que forcément, il y a une priorisation des dossiers qui est faite en fonction toujours d'une grille d'analyse qui est précisée dans la feuille de route, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille secrète ou il n'y a pas d'analyse secrète. L'ensemble des priorités sont indiquées dans les feuilles de route des différents appels à projets de l'État. À partir de là, effectivement, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller voir l'ensemble des associations qui nous ont déposé un projet. Donc c'est vrai qu'une association qui a déjà été soutenue, où on sait déjà qu'elle a fait ses bilans, donc on a déjà une lisibilité, une visibilité sur ces modes d'intervention, on sait que si on la soutient, il y a plus de garanties que le projet soit mené à bout plutôt qu'une association qui fait pour la première fois un dossier et qu'on n'a jamais vu dans les services de l'État. C'est une réalité. C'est pour ça qu'on invite les associations à nous inviter tout simplement quand elles font un événement ou à venir les voir. Alors effectivement, quand il y a 10 AG en même temps, un samedi matin, on est obligé de choisir. Mais les associations ont tout intérêt à inviter les services de l'État pour qu'on ait une visibilité sur l'action qu'elles peuvent mener. Ce mode de fonctionnement est partagé par les services de l'État. Est-ce qu'il y a des choix politiques? Non. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai jamais eu de pression. Alors, on n'a pas d'élus. Enfin, on a les membres du gouvernement, mais je ne s'intéresse pas forcément à ce qu'on fait au niveau micro-local. Et nous n'avons pas de directive du préfet qui nous dit financer telle association ou telle structure. Voilà. Alors justement, pour votre information, à Maurice, c'est le cas. C'est-à-dire que la décision finale appartient à un conseil consulaire qui est formé d'élus. C'est d'ailleurs, nous, on est invités, si vous voulez, à titre d'information, mais la décision finale appartient à des élus. Bon, il vaut mieux avoir la même couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, est-ce qu'il y a un recours, par contre? Vous avez parlé justement du recours. En tout cas, c'est strictement administratif. La décision reste strictement administrative. Alors, il y a des spécificités dans certaines commissions. À l'exemple du FDVA, il y a une commission régionale consultative sur le Fonds de développement à la vie associative, CTC, commission territoriale consultative sur le FDVA, puisque le FDVA a été alimenté suite à la suppression des enveloppes parlementaires. Vous vous souvenez, les députés et les sénateurs avaient des enveloppes qu'ils pouvaient distribuer à leur discrétion, ça faisait quand même l'objet d'un rapport, mais aux associations ou aux collectivités locales. Ça n'existe plus depuis 2018-19, ce qui a permis d'alimenter le Fonds de développement de la vie associative, certes pas à la même hauteur que pouvaient disposer les parlementaires à l'époque. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a une commission régionale consultative qui désormais depuis cette année
compte 2 députés et 2 sénateurs. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup de retard cette année avec les élections, parce qu'il fallait les nommer, et qui a accès à l'ensemble des avis des instructeurs sur les dossiers qui sont proposés dans le cadre du FDVA. Et alors certes, c'est un avis consultatif, mais il y a une transparence de l'instruction de ces dossiers vis-à-vis des membres de la commission. Dans la commission, il y a aussi des associations, il y a le mouvement associatif réunionnais, il y a France Active qui est présent, il y a le CRAGEP, il y a l'URIOPS, enfin voilà. Donc du coup, il y a une transparence et ça fait l'objet d'un rapport. Alors certes, on n'a pas été très bon sur la publication de ce rapport pendant la période Covid, mais ces rapports seront disponibles normalement d'ici la fin de l'année pour les commissions de l'année 2022. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer d'avancer. Il y a encore, on va pouvoir avec Monsieur Nicole parler d'autres aides publiques, je pense. C'est ça. Pas que, voilà. Donc et on continuera après avec les questions. N'hésitez pas, à bien les mémoriser. On y va. Oui, donc en tout cas, merci pour la clarification. Moi, je suis porteur de projet, donc du coup, je suis de l'autre côté. Donc, je suis content de voir que ça se simplifie parce que, voilà, en fait, en gros, c'est très compliqué, tous ces financements. Nous, ce qu'on s'est posé comme question, et pour aller chercher les financements, c'est qu'on a décidé de mutualiser le travail. En fait, en gros, de dire, on va sortir les assos qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les moyens. On va essayer de travailler de manière mutualisée et de se positionner comme organe interlocuteur de la région, des grosses administrations, pour pouvoir essayer de mutualiser les financements et pour essayer de sortir d'une logique d'appel à projet qui peut poser des problématiques de développement pour certaines associations. Donc on a essayé de se positionner. Alors nous, on travaille avec la région, avec le département, avec la CAF, sur les principaux financements. Donc là, on parle bien de la médiation numérique et de l'inclusion numérique, donc tous les espaces, ce qu'on appelait hier les tiers-lieux, mais enfin en gros, toutes les personnes qui travaillent avec des usagers. Donc vis-à-vis de la région, on se positionne comme organe de formation. Donc hier, la préfecture parlait du nouveau appel à projet DEFINOV qui va sortir, qui concerne la formation dans les espaces. Donc là, l'idée en fait de cet appel à projet, c'est vraiment de travailler sur de la mutualisation. En gros, ils espèrent que l'ensemble des réseaux se regroupent au niveau régional ou au niveau départemental pour pouvoir faire une offre sur l'ensemble des espaces. Donc là, il y a aussi cette idée de mutualisation forte et qui sera un accompagnement donc au passage à Calliope et à la définition d'offres dans les tiers-lieux. Donc ça peut être une source de financement aujourd'hui relativement importante. Donc je vous dis, sur les 40 espaces, aujourd'hui, la formation professionnelle, ça doit représenter presque 30% des revenus de l'ensemble des espaces. Donc c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Au niveau du département, forcément le public qui fréquente les tiers-lieux fait partie de la cible, donc notamment le public bénéficiant du RSA ou des minimums sociaux. Donc là, en fait, nous, on s'est positionné vis-à-vis du département pour centraliser, plus partir dans la logique d'appel d'offres, mais plutôt de dire, à un moment donné, il y a des besoins minimums pour les espaces pour se développer. Donc on a réussi à négocier une convention pour l'ensemble des 40 espaces sur lesquels en fait on a un minimum pour chaque espace de fonctionnement, donc qui représente une somme de 27 000 € au fonctionnement sur 3 ans. Et ensuite, on travaille sur des indicateurs communs sur la fréquentation, qui vient, quel public. Et en fonction de ces différents critères, il y a une subvention complémentaire qui est attribuée. Mais l'idée, c'était surtout que les espaces définissent eux-mêmes les critères dont ils ont besoin et qui correspondent en fait vraiment à leurs besoins pour pouvoir fonctionner. Donc, on a travaillé sur cet aspect-là avec le département. Et ensuite, on travaille avec donc les collectivités. On laisse plutôt les espaces travailler avec eux parce qu'ils ont la relation de proximité. Donc chaque espace est plutôt en lien directement avec sa Comcom, avec son intercommunalité ou la ville. Et là-dessus, on les laisse gérer. Nous, on est plutôt vraiment sur du financement structurant. Donc vraiment essayer d'appuyer là-dessus. On se positionne aussi notamment sur les domaines de la santé. Donc pareil, c'est en fait
au niveau de la Drôme, donc notamment, puisque c'est une expérimentation qui est menée. Le fait qu'on représente 40 espaces, ça permet de discuter directement avec le ministère de la Santé, de développer des projets. Donc il y a aussi un effet aussi de taille qui joue beaucoup sur les financements. Donc voilà, donc nous on est plutôt sur le supra en fait, on va dire, l'accompagnement sur ces aides-là. Donc c'est un exemple de ce qui peut se faire effectivement par rapport aux collectivités locales, le département, région. Au niveau de la Réunion, vous avez prévu d'apporter un appui ou éventuellement ? Alors aujourd'hui, on est en lien, donc notamment à travers les hubs. Voilà, donc du coup, c'est des expérimentations qui se passent au niveau des hubs régionaux. Donc là, on est en lien ici avec le hub local sur ces expérimentations. Donc il y a une vraie volonté d'essaimer. Aujourd'hui aussi, il y a des nouveaux systèmes. Alors peut-être que vous connaissez, mais c'est les SIEG qui se développent de plus en plus avec les collectivités, qui est aussi un service d'intérêt économique général. Donc ils sont pas des délégations de services publics, mais en fait, en gros, les collectivités peuvent décider de déléguer à des associations des parties d'activité. Ce qui est relativement intéressant parce que les SIEG permettent en fait de ne pas rentrer dans le cadre des minimis, ce qui est aussi quelque chose d'important aussi pour les associations. Donc voilà, donc ces types de conventions-là, on les négocie à partir du moment où on a une taille suffisamment importante et où on a des activités qui correspondent donc à pas des services publics parce que c'est pas une délégation. D'accord. Donc l'intérêt est vraiment de se regrouper pour pouvoir avoir plus de poids auprès des acteurs publics et autres. Voilà. Ouais. Je rappelle que les minimis concernent les financements européens qui ne peuvent pas être cumulés au-delà de 200 000 €, enfin dans sur 3 ans. Certaines conditions. Une intervention ? Oui, une petite question. J'imagine effectivement que la taille, la mutualisation est un événement important, notamment la signature des conventions. Mais comment vous réussissez à allier une concurrence, puisqu'en fait un appel d'offres, c'est une mise en concurrence de diverses associations, avec cette volonté de regrouper et de mutualiser le tissu associatif? En fait, l'idée centrale, c'était justement de sortir cette politique de concurrence. C'est en gros, aujourd'hui, quand on fait des politiques d'appel à projet, 10 associations sur le territoire vont répondre au même appel à projet. L'idée, c'est justement de dire, il y a une possibilité pour chaque association de le faire si elles veulent, mais on aura peut-être plus de poids si on y va collectivement, si on définit, parce qu'on peut du coup discuter avec la collectivité qui va lancer l'appel d'offres, mais l'idée c'est vraiment de dire on a plutôt envie de répondre à des besoins du territoire, donc plutôt de prendre le besoin de l'usager, de travailler avec eux. Aujourd'hui, la NCT fait une expérimentation très intéressante sur les quartiers à impact positif, je ne sais pas si... donc qui sont des choses en fait où en gros on sort de la politique d'appel à projet, on définit les besoins avec les usagers, avec les personnes, et on va vers plutôt des politiques de répondre à des besoins et de ne pas partir d'une collectivité qui va définir les propres. Donc il y a une inversion de ce système-là. Et du coup, ça, c'est important d'avoir des organes qui peuvent discuter avec les collectivités, définir et représenter les usagers. Donc on essaye vraiment de sortir de la politique d'appel à projet qui est quelque part une mise en concurrence entre assos, et on souhaite vraiment ne plus être là-dedans en fait. Alors, à La Réunion, on a des exemples de consortiums qui ont été créés avec des chefs de file, bien sûr, pour la gestion, mais on a du coup un dispatch, un fonctionnement réparti. On l'a vu notamment sur la fabrication de masques. Quand on a eu besoin ici à La Réunion, il y a plusieurs associations qui ont pu répondre à cette question. On prend des questions ? Je voulais juste dire aussi ce qui s'est passé. Vous connaissez tous le pass numérique aujourd'hui. Pareil, ça a été développé dans le cadre d'une mutualisation, et notamment pour le paiement des médiateurs numériques qui travaillent sur les espaces. Et comme on a un public qui ne paye pas, en fait, donc du coup on rend un service public, c'est gratuit, c'est accessible. Il y avait l'idée aussi que les personnes qui travaillent dans ces espaces devaient être rémunérées. Et donc là, c'est pareil, c'est une mutualisation qui a fait qu'à un moment donné, ce pass numérique a pu se mettre en place et que les espaces, dans le cadre de ces médiations, puissent toucher un chèque de 10 €, ce qui est peu, mais en tout cas, ce qui permet au moins de financer les postes en place dans les espaces. Merci beaucoup. J'ai vu une première question. Du coup... J'aurais deux questions. Une première plus pour le milieu bancaire. Aujourd'hui, une association, pour pouvoir être créée, elle a besoin d'un compte. Et quand on va faire le tour des différentes banques réunionnaises, alors déjà, il y a un taux de rappel qui est peu important. Il faut insister très longuement. La deuxième partie, c'est qu'il y a de la vente forcée qui est faite où on a une obligation d'ouvrir un compte personnel pour pouvoir derrière ouvrir un compte bancaire.
Ça arrive dans plusieurs banques. J'aimerais savoir déjà comment on peut améliorer ce point-là et qui vérifie ce point. Est-ce que ça serait le côté finances publiques? Est-ce que ce serait le côté préfecture ou de votre côté? Ça, c'est la première question. La deuxième question vient on est là sur une cartographie des financements. Dans les autres secteurs d'activité, par rapport à la BPI France, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait une amélioration de la gestion des financements par la création de grands labels. On a un label qui s'appelle French Fab pour l'industrie, la French Tech pour l'innovation dans certains cadres, French Select pour tout ce qui est art et jeux vidéo, French Care pour ce qui concerne plutôt la santé, et le coq vert pour ce qui concerne tout ce qui est autour du vert, de l'énergie verte, etc. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de peut-être créer un label qui corresponde un peu à ce concept de financement, plutôt qu'on se retrouve à chaque fois dans des événements comme celui-là où c'est très agréable, mais qui est un seul guichet unique d'échange, même si vous êtes représentant du guichet, qui regroupe tout le monde, parce qu'aujourd'hui on a besoin d'une marque forte pour comprendre, et les gens ne sont pas au courant de vos aides et ne sont pas au courant qu'il faut venir vous voir par manque de communication. Donc il y a un problème là-dessus, et il faudrait vraiment améliorer votre communication externe. La deuxième chose, c'est que les petites associations sont souvent situées dans les hauts ou dans des zones reculées. Elles n'ont pas le temps de descendre, venir vers, dans les bas, ou vous inviter par peut-être honte par rapport à leur gouvernance qui a quelques problèmes. Elles n'ont pas envie forcément d'inviter quelqu'un pour leur montrer qu'elles ont des soucis à l'intérieur et qu'elles ont besoin de financement. C'est un point que j'avais déjà abordé avec Régis il y a plus de 9 mois. Les formations qui sont délivrées avec France Active sont obligatoirement en présentiel. Et quand on est bénévole, avec les difficultés qu'on a sur le territoire, on ne peut pas toujours se déplacer. Juste pour peut-être aussi compléter, j'ai envie de dire que aussi, donc les associations, notamment à la fois les adhérents, les bénévoles, les membres du bureau, s'investissent aussi, en tout cas essayent de sortir aussi de leur zone de confort en disant on est dans l'attentisme. Il y a aussi ce travail à faire, nous les associations, sur comment s'organiser, comment mettre en place aussi cette volonté d'aller vers, et non pas non plus d'attendre, mais ou alors se dire ça c'est pas moi ça, c'est Nana qui a fait la communication, l'information pour informer à nous, pour que nous viens, etc. Donc c'est dans les deux sens. C'était juste pour tempérer. Merci. Juste avant de laisser répondre, Graziella va intervenir après sur la partie bancaire, bien sûr. Il faut comprendre qu'on est là dans des solutions de financement, peut-être quand c'est public, très bien des subventions. Par contre, des organismes comme bancaires ou comme France Active, on est sur du prêt. Faire confiance à des personnes qui vont pouvoir nous rembourser, il faut aussi qu'il y ait un minimum d'investissement et qu'ils soient au moins prêts à venir nous voir au moins une fois. Ça devient compliqué si on ne peut pas voir les personnes. Et comment est-ce que... Ce qui était remonté par tous les partenaires qui sont avec France Active, qui peut remonter régulièrement. Le souci, c'est que les personnes ne peuvent pas se déplacer et que tant qu'elles ne se déplacent pas, eux ne sont pas payés par France Active et ça crée un vrai problème derrière par rapport aux aides. Et sur ce point-là, ça fait la deuxième fois que tu nous ressors cette phrase, mais le problème existe et n'avance pas. Oui, je le ressortirai une troisième fois, parce que le problème existe et n'avance pas, mais on est prêt, nous, à se déplacer pour aller voir les projets, mais par contre, la signature à un moment donné, ou le comité à un moment donné, parce que justement, on a aussi un comité où il y a différents acteurs qui se positionnent et ce n'est pas France Active qui prend la décision, ce sont ces acteurs-là, pour aller dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure. Il faut bien rencontrer la personne avec qui on va prêter de l'argent, en fait. C'est ça aussi. Mais j'entends, j'ai bien entendu. Peut-être une première réponse Oui, alors effectivement, je suis tout à fait consciente des problématiques rencontrées. Je vais parler au nom du Crédit Agricole, mais peut-être pas pour tous les établissements bancaires. Il n'y a pas de pression commerciale pour l'ouverture d'un compte personnel, en tout cas nous concernant. On a une problématique, c'est effectivement les associations. Malheureusement, on a des fois beaucoup de mouvements de membres, de dirigeants, et nous sommes soumis à une forte conformité. Et la problématique, c'est qu'on préfère avoir au début, ça se passait dans les années avant, on préférait avoir le membre du bureau qui était déjà au Crédit Agricole, parce que des fois, on avait des membres qui disparaissaient, et on avait des encours qui étaient en jeu, et on n'avait plus aucun interlocuteur. Donc, c'est pour ça que
dans les projets que vous montez, on est un petit peu tatillon, on veut vos PV avec l'élection de vos membres, on veut que ça soit bien précisé dans vos statuts, dans des PV, les personnes qui sont habilitées à faire fonctionner vos comptes. Pour ça, ce sont les raisons pour lesquelles on est assez tatillon sur ce point-là. C'est vrai qu'il y avait dans certaines banques une démarche commerciale avec la partie privée, mais c'était plutôt nous, en tant que garant, on couvre du risque, hein, donc, et s'assurer qu'on avait quand même encore un interlocuteur et un moyen de communication. En ce sens-là. En tout cas, à notre niveau, au niveau du Crédit Agricole, on a ouvert notre champ distributif aujourd'hui. On l'a fait depuis l'année dernière. On a près de 60% de nos effectifs du réseau de proximité qui sont à même maintenant de répondre à une association. Avant, c'était uniquement nos conseillers professionnels. Aujourd'hui, même un conseiller au particulier peut ouvrir un compte pour une association et en gestion des petites associations, oui. Mais ça s'est fait. Donc, on a rattrapé un petit peu en ce sens-là. Et au niveau des dispositifs d'accompagnement, je reviens un petit peu sur les finances publiques. Nous, on va vous accompagner justement sur les décalages de trésorerie. Et on parlait de la problématique de la professionnalisation sur la partie comptable et tout. C'est aussi un phénomène qu'on rencontre pour pouvoir vous accompagner. Nous, vous avez des subventions, vous avez des décalages par rapport à votre projet. Notre rôle à nous, c'est de mettre en place des courts termes de subventions, le temps que ça se débloque, on a des délais de déblocage, voilà. Mais on va vous demander une petite comptabilité, on n'a pas d'obligation légale, c'est vrai. C'est pour ça qu'au Crédit Agricole, on a mis en place quelques dispositifs. On parlait du guide du dirigeant, avec vraiment les prémices de la fiscalité, des subventions. On n'est pas obligé d'être client du Crédit Agricole, hein. C'est quelque chose pour vous aider. Et on a mis aussi en place une plateforme qui s'appelle YAPLA, qui est une plateforme nationale qui va vous permettre de gérer tout ce qui est recettes et charges et d'avoir la base minimum à nous transmettre pour qu'on ait une visibilité sur vos recettes et vos dépenses lorsqu'il n'y a pas d'obligation comptable. Et c'est un service gratuit pour nos clients. Donc sachez-le, on essaie de faire la promotion de cette plateforme que je rappelle s'appelle YAPLA. On peut gérer ses adhérents, on peut gérer ses membres, on peut gérer toute la partie paiement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de vos règlements ou des choses comme ça. Donc c'est tout nouveau, mais c'est une solution et on va vous demander avec vos notifications de subvention, avec juste la petite présentation de votre plan de trésorerie qui sera émis pour pouvoir vous accompagner. Donc on essaie de faire des efforts en ce sens-là avec des dispositifs digitaux du coup. Ça évite, et nous, ça nous arrange aussi, on n'aime pas trop les papiers, mais on aime la conformité de vos dossiers. Donc, c'est des outils qu'on essaie de mettre en place pour vous accompagner. Donc, si je poursuis sur la partie financement, oui, on accompagne sur les courts termes, sur subventions. On accompagne aussi sur les décalages de trésorerie que vous pouvez avoir sur des projets ponctuels, hein, que vous souhaitez mener, une manifestation ou lancement de n'importe quel objet. Donc, on va essayer de vous accompagner, mais sans comptabilité. Encore une fois, le banquier, il va vous dire, on ne peut pas vous suivre sans avoir de la visibilité sur ce qui va arriver. On est conscient que vous ne fonctionnez pas comme une entreprise avec obligatoirement un objectif de profit ou de bénéfice. Vous fonctionnez sur des budgets. On sait comment lire votre comptabilité, comment lire votre trésorerie, mais il faut qu'on ait de la visibilité là-dessus. Et surtout, il faut qu'on ait des preuves concrètes parce qu'on vous accompagne sur le risque. Donc, on accompagne donc en synthèse sur les courts termes de subvention, sur le décalage de trésorerie, mais aussi sur des financements moyen terme. Lorsque on a des équipements à financer, on le fait aussi pour des véhicules, pour des structures aussi, ou bien sur toute la partie matérielle. Et on a des solutions alternatives en ce sens-là. Donc, on va venir en complément sur la partie financement. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre un peu sur les premières questions qu'on a mis. En tout cas, c'est des outils qu'on essaie de mettre à votre disposition en ce sens-là. Voilà, il y a une possibilité effectivement d'engager des dépenses pour pouvoir produire des factures et après obtenir des subventions. Alors, juste un petit complément avant et après. Juste sur la question, en fait, moi, on parle de financement, mais pour moi, le financement, c'est le moyen, mais c'est la qualité de l'accompagnement, en fait. C'est en gros comment on accompagne les porteurs de projets. Et du coup, ça nous interpelle tous en tant qu'organisme. Mais en gros, il y a plein de contraintes. Mais comment on l'élève, comment on accompagne, parce que le financement il est accessible, il y a de l'argent, il n'y a aucun souci, ça se trouve. Mais après c'est la qualité de l'accompagnement, la qualité pour rassurer les partenaires, même si on n'est pas là. Enfin voilà, c'est vraiment ces questions-là. Et du coup je trouve que le financement c'est ce qui arrive à la fin, mais c'est tout le parcours en fait. Et ce parcours-là, je pense qu'il n'est pas assez jalonné encore. Il y a encore un gros boulot à faire pour nous tous quoi. Juste
juste avant. Oui. Je vais être très rapide parce que j'ai beaucoup parlé. Juste un point de vue juridique, effectivement, une banque n'a aucune obligation à ouvrir un compte pour une association. On ne peut pas forcer à ouvrir de l'autre côté Non. un compte personnel, et ça s'appelle de la vente forcée. Et on voit sur page sur Crédit Agricole, qui est sûrement la banque qu'on peut ouvrir plus rapidement aujourd'hui un compte pour une association. Je reste un peu ça parce que maintenant il y a vraiment un beau travail qui est là aussi pour derrière plusieurs choses de financement et de gestion associative. De l'autre côté, si on va sur de la BFC, de la BNP, de la caisse d'épargne, on a des obligations et de la vente forcée. On a beau avoir demandé d'aller voir le directeur d'agence, en bas, on n'ouvrira pas de compte si on n'a pas de compte personnel chez eux. Et ça, ce n'est pas une obligation de pouvoir ouvrir un compte associatif, mais ça en est une. De l'autre côté, de ne pas faire une vente forcée. Oui. Et on ne va pas prendre un avocat pour aller forcer une banque derrière à ne pas faire de la vente forcée. Donc je trouve un peu compliqué sur le territoire aujourd'hui d'avoir des bons acteurs qui viennent régulièrement aux différentes interventions qu'il y a sur le territoire et d'autres qui ne respectent pas les acteurs terrain. Oui. Alors je ne ciblerai pas de banque, je ne peux pas en mentionner. Mais effectivement, on est tout à fait d'accord et j'étais aussi militant associatif avec des ouvertures de comptes, donc je sais très bien les problématiques qu'on peut rencontrer. Mais effectivement, une banque n'a aucune obligation à ouvrir un compte pour une association. Par contre, elle a une obligation à vous répondre par courrier si c'est négatif, ce qui vous permet de saisir la Banque de France avec ces courriers. Oui, c'est une démarche supplémentaire à la charge de l'association, on est d'accord. Oui, vous pouvez saisir un avocat pour dénoncer une pratique frauduleuse d'une banque. Vous pouvez aussi saisir le médiateur des entreprises à la DETS dans ce type de situation. Et quatrième option, vous avez le mouvement associatif qui est représenté localement et qui est représenté nationalement et qui a une force, je vais dire, de discussion, pas dire lobbying, auprès du gouvernement. Et c'est sa mission de faire remonter les problématiques pour qu'il y ait une saisie directe, soit des parlementaires, soit alors on l'appelle la JEVA, mais du ministère, du secrétaire d'État à la vie associative et à l'économie sociale et solidaire pour que ces problématiques soient remontées parce qu'elles ne sont pas spécifiques à notre territoire et qu'il y ait une disposition nationale qui soit mise en place pour pour résoudre ce type de problématiques. Voilà. Nous, on est à conscience de ces problématiques, mais je ne peux pas intervenir auprès d'un opérateur privé et en plus la loi n'oblige pas une banque à ouvrir un compte pour une association. Ensuite, il y a un dispositif qui est le PREDAI, mais qui est pratiquement pas mis en place sur le territoire pour les associations qui ont des notifications de subvention avec un retard de paiement, puisque je ne ciblerai pas non plus, il peut y avoir un décalage de 6 mois entre une notification et l'arrivée de la subvention, et encore je suis gentil sur les 6 mois, mais je ne parle pas des financements européens, où c'est plus long, mais vous avez effectivement des initiatives privées qui sont mises en place, et là je peux le dire parce que le Crédit Agricole l'a présenté juste avant, mais vous avez aussi un dispositif qui est en cours d'expérimentation avec la MDA, donc la Maison des associations de Saint-Benoît, sur un prêt-relais et un fonds de soutien qui permet sur des associations qui ont des projets de petits besoins, donc on est jusqu'à un maximum je ne vais pas dire de bêtises, 1500, merci Samuel, de 1500 €, de pouvoir bénéficier d'une avance ou d'une participation de la MDA au projet, parce que effectivement quand on est une asso qui souhaite mettre un événement qui coûte que 500 000 €, c'est qu'on n'a souvent pas l'avance de trésorerie ou on n'a pas la capacité de prendre le risque de mettre le projet en place alors qu'on n'a pas la subvention sur le compte. Donc l'idée pour nous, Dragès, c'est que ce dispositif qui est en cours d'expérimentation, on puisse l'évaluer et en vue de l'essaimer sur l'ensemble du territoire avec pour support une autre structure associative. Voilà. Donc on sait qu'il y a des difficultés, on est à l'écoute de ces problématiques et c'est bien que vous le fassiez remonter pour qu'on trouve des solutions à ces besoins. Ensuite, sur la question de l'allée vert, effectivement, on a des associations qui sont dans les hauts, en situation de difficulté de mobilité, pour différentes raisons, pour des raisons de transport public ou autres. Les structures qui seront habilitées niveau 3, accompagnement généraliste de guide asso, auront une obligation de faire de l'allée vert. Voilà. Mais ça rejoint le propos que vous avez dit juste après, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil de nous dire on ne communique pas, on ne fait pas, on n'accompagne pas. L'association a aussi des obligations et ce n'est pas que de la responsabilité des services de l'État ou des collectivités locales. Si l'acteur associatif reste chez lui, que
le président c'est le papa, la secrétaire c'est la maman et les enfants sont trésoriers, vice-présidents et machin. Enfin, je veux dire, c'est une association familiale à cercle restreint et donc c'est normal qu'on ne soutienne pas forcément le projet. Voilà. Donc il y a aussi des règles à respecter et que c'est le soutien à un projet, à une association. En tout cas, c'est le soutien à un projet de territoire qui répond à un besoin. C'est le partenariat entre l'acteur et l'ensemble des financeurs, qu'ils soient publics, privés. Et ce n'est pas une décision unilatérale. Merci. Alors, juste avant de reprendre l'autre question, simplement pour préciser que les organismes bancaires ou assimilés bancaires, enfin ceux qui sont soumis à la réglementation bancaire comme France Active, sont très contrôlés par la commission bancaire. On est aussi très vigilant par rapport à la lutte contre le blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme. On a des procédures qui se densifient de plus en plus et du coup, on n'est pas forcément tatillon, mais très rigoureux. On n'a pas le choix, en fait, c'est comme ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça peut se répercuter. Mais c'est vrai que ça rajoute aussi pour nous, associations, à un niveau administratif qui est plus compliqué. Une question ? Oui, bonjour à tous, Amandine Laipatwing au niveau de la vie associative de Saint-André. Du coup, j'avais une question qui correspondait aux différents points d'avant, mais plus ou moins ça a été répondu. Mais quand même, je tenais à savoir, est-ce qu'au niveau des collectivités territoriales, on serait amené à s'aligner sur le compte, notamment sur votre calendrier prévisionnel 2023, etc. Parce qu'à un moment donné, nous aussi, les associations reviennent vers nous. En termes de cofinancement, ils ont des soucis parfois. Et en termes d'accompagnement au niveau de la mairie, après, ça peut poser un souci ou autre. Donc, ce serait bien qu'on ait des informations aussi sur les différents dispositifs qui existent pour créer une sorte de veille, en fait, et pour pouvoir diffuser le maximum d'informations aux associations. Et c'est vrai que les lois changent, tout change, mais il faudrait qu'à un moment donné, on était en train de parler de projet de territoire dernièrement, à un moment donné, le territoire, dans 1 an on va faire ça, dans 2 ans on va faire ça, 3 ans, etc. Mais à la base, il faudrait quand même faire un projet de territoire qui tienne quand même sur un temps durable, puisque on est quand même sur l'économie sociale et solidaire aussi pour certaines associations. Donc, comment avoir cette perception-là? Comment mieux accompagner l'association à un moment donné où il nous pose des questions, quand est-ce qu'il y aura cet appel à projet, ou comment nous aussi au niveau en termes de collectivité territoriale, on se positionnerait sur ce compte avec vous. Pour pouvoir mieux accompagner, avoir une meilleure visibilité. Alors le calendrier prévisionnel sera accessible à tout le monde, sera aussi envoyé à l'ensemble des services associations, vie associative de chaque collectivité pour qu'elles aient effectivement cette lisibilité sur les appels à projets de l'État. Après, les collectivités avaient déjà comme préconisation d'utiliser le CERFA unique de demande de subvention, puisqu'il y a sur la première page l'onglet région, département, commune. Aucune collectivité du territoire n'utilise le CERFA unique. Ni la région, ni le département, ni les communes, ni les EPCI. Voilà. Donc, à un moment, je ne rentrerai pas sur le débat, faut-il contraindre ou pas à l'utilisation. Ça relève aussi de la collectivité de faire ce choix. En plus, chacune a choisi un prestataire différent pour mettre en place une plateforme dématérialisée de demande de subventions. Voilà, c'est du choix des élus, du conseil des collectivités, du conseil municipal ou départemental régional de prendre cette décision d'utiliser un formulaire unique pour qu'il y ait une facilité pour les associations, qu'elles n'aient pas à chaque fois à redéposer un dossier. Voilà. Après, sur la formation des agents des collectivités locales sur l'évolution réglementaire et législative, notamment avec la loi de l'amélioration de la trésorerie, la loi du 24 août 2021. Ça, c'est malheureusement sur les fonctionnements, c'est le CNFPT qui est votre organisme unique de formation, et c'est à lui de mettre en place des formations pour vous permettre d'être à jour sur les différentes évolutions réglementaires des associations. Voilà. Merci. Après, on peut intervenir à la demande des collectivités sur l'accompagnement et du conseil en ingénierie de projet sur comment accompagner les associations. Mais les collectivités ont souvent
et c'est une impression personnelle qui n'engage que moi, des difficultés à accepter que les services de l'État interviennent dans les process internes d'une collectivité. En tout cas, il ne faut pas hésiter à faire remonter pour que le contact puisse être pris. Je vais juste accélérer un petit peu. Je suis désolé pour laisser un peu de temps aussi à Sonia. Je voulais juste... oui, je vais être très, très synthétique Oui. si tu le souhaites sur les... En fait, on est partenaire bancaire, oui, mais juste pour vous rappeler que le Crédit Agricole est une banque mutualiste. Donc, on a des dispositifs. On essaie de communiquer, mais on attend des porteurs de projets où on va vous accompagner sur des subventions. Donc, on a 4 dispositifs et sans enjeu commercial à notre niveau. Donc, si vous avez des projets imminents sur lesquels il nécessite des demandes de financement, on a un dispositif qui s'appelle le mécénat où on peut vous accompagner sur votre projet. On a un autre dispositif qui s'appelle le fonds d'initiative locale où là, dans toute l'île, on a des administrateurs qui représentent chaque secteur. Et donc, vous venez déposer un petit dossier avec votre projet et on va vous accompagner sur une enveloppe budgétaire par rapport à votre projet aussi. Donc on le fait. Clairement, on et donne de l'argent. Oui, on donne de l'argent au Crédit Agricole, donc sans être client, voilà, on n'a vraiment aucun enjeu, mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt collectif et dans ce sens-là. Et on a d'autres dispositifs qui s'appellent les toolkits. En fait, on a un livret où nos clients mettent des sous dessus et les intérêts sont transformés en monnaie numérique qui s'appelle les toolkits. Et on peut vous inscrire à votre association pour que nos clients votent pour qu'on transforme cette monnaie-là pour vous aussi. Donc, vous puissiez avoir à disposition ces fonds-là. Donc, moi, là, je suis là aujourd'hui pour faire la promotion parce qu'on alloue 1% de notre résultat donc au Crédit Agricole pour ces budgets-là. Et on est en manque de projets. Donc, on veut donner de l'argent pour ces projets-là au niveau local. Donc, en parler autour de vous. Rapprochez-vous de nos agents, de nos directeurs d'agence pour ces projets-là. Donc, je rappelle, ça s'appelle le FIL, le Fonds d'initiative locale. Ça s'appelle le mécénat et il ne faut pas hésiter à amener vos projets vers nous parce que là, voilà, c'est pas un soutien bancaire, c'est vraiment où on veut accompagner sur des projets imminents. Oui, la fondation, c'est vrai que la fondation, moi, je vais vous en parler, c'est que on est vraiment sur le développement du territoire. Et pareil, on a accompagné plus de 200 projets l'année dernière pour plus de 300 000 euros de fonds. On a encore des fonds disponibles. Le Crédit Agricole, bon, on a fait des bons résultats, mais il faut quand même. Voilà, donc c'est vrai qu'on parle souvent. Vous êtes très centré sur des courts termes de subventions, mais sur des besoins ponctuels en attendant que vous ayez. Voilà, c'est juste un petit dossier de présentation de votre projet et le déposer en caisse locale. Donc en caisse locale et toutes les informations, IAPLA et autres. Alors, IAPLA, c'est pour la partie pour la petite comptabilité et la gestion d'adhérents, donc c'est le site IAPLA. D'accord. Tout ce qui concerne les demandes de budget, il faut se rapprocher de l'agence directement. Donc à l'accueil, ils sont informés et comme je disais, le fonds d'initiative locale sont portés par des administrateurs. Ce ne sont pas des banquiers, ce sont des clients qui ont des fonctions, que ce soit des chefs d'entreprise, des représentants d'associations, qui représentent justement on va dire la ville en fait au niveau de nos instances et qui vont valider le budget pour allouer les fonds qu'on leur donnera. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Donc IAPLA. Pour le dispositif mécénat, FIL, c'est directement en agence où on peut prendre rendez-vous. Mais là, comme ce n'est pas un rendez-vous bancaire, donc je préférais que vous vous rapprochiez de l'agence directement. Et pour la Fondation Crédit Agricole, c'est pareil. Vous tapez Fondation Crédit Agricole Réunion sur le site et vous pouvez vous inscrire aussi. Et on aura un interlocuteur qui revient vers vous pour vous accompagner, même sur le dispositif Touquet, si vous voulez être inscrit pour pouvoir bénéficier, qu'on puisse voter pour vous et transformer les sous de nos clients pour que vous puissiez les avoir dans votre association. Et qu'on vous donne aussi de la visibilité, il ne faut pas hésiter. Juste peut-être une petite précision pour IAPLA. On parlait de présentation des associations. Cet outil-là, la plateforme IAPLA aussi, elle initie les petites structures pour créer leur page web. Donc, on a tout un service d'assistance qui va l'aider à créer leur première interface gratuitement. Donc, aussi via cette plateforme-là. Donc voilà, c'était juste pour synthétiser rapidement. Merci beaucoup et c'est important de préciser effectivement le site internet. Je suis désolé, je ne prendrai pas de questions maintenant. Juste pour faire la transition, effectivement on était sur des financements publics complémentaires avec des financements privés et du coup j'aimerais qu'on aborde avec Sonia le POC-POC, le crowdfunding, le financement participatif. Eh bien le financement participatif, est-ce que tout le monde le situe ?
Vous connaissez le crowdfunding? Ok. Le crowdfunding et puis la plateforme PocPoc qui est locale, c'est un dispositif et un outil qui est entièrement aussi complémentaire des aides publiques ou des aides privées. Vous pouvez tout à fait avoir une subvention, participer au FIL ou à la Fondation Crédit Agricole et mener une campagne de financement participatif sur PocPoc par ailleurs. Ça a pour avantage en fait d'amener un bonus, d'amener un premier fonds en amont de votre projet pour le tester, pour financer un prototype avant d'aller voir les autres financeurs, ce qui peut beaucoup les rassurer et puis diminuer également l'enveloppe publique ou privée que vous pouvez demander. Si vous allez faire une campagne de crowdfunding et atteindre un montant de 2 000 €, c'est déjà 2 000 € que vous allez demander en moins à un financement municipal ou régional. Donc ça plaît beaucoup aux collectivités quand il y a une démarche de financement qui est faite en amont ou en complément. Aujourd'hui, pourquoi on fait du crowdfunding? Pour collecter des fonds. À La Réunion, on est encore sur des montants assez modestes, plutôt pour du milieu associatif. On a un panier moyen de collecte qui est de 2 600 €, qui tend à augmenter au fil des années. C'est-à-dire plus on a de projets, plus le public s'habitue également à la démarche de contribuer à des projets du territoire, avec des petites sommes. Mais voilà, ce panier tend à augmenter et plus on va avoir de projets, plus on va avoir de contributeurs et plus on va créer une sorte de communauté de personnes, du grand public, c'est-à-dire vous et moi, qui vont prendre l'habitude de découvrir les projets qu'il y a autour d'eux et de les financer avec des fois 5, 10 ou 100 ou parfois 1 000 €, comme c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Mener une campagne de crowdfunding, donc c'est collecter des fonds, diversifier ses revenus et puis c'est également beaucoup communiquer sur son projet. On va accompagner, nous, les porteurs de projets, vraiment de manière très personnalisée. Donc on va vous aider à rédiger votre présentation, créer des contenus visuels, créer des contenus pour les réseaux sociaux. Il y a un véritable accompagnement qu'on propose qui permet une montée en compétences sur un petit peu tous les volets que demande une campagne de financement participatif. C'est une vraie aventure à part, participative, donc qui fait participer déjà l'équipe de votre projet et puis tous les gens que vous allez réussir à convaincre via la plateforme, via les réseaux sociaux, via la presse. Donc voilà, ça permet un coup de projecteur et puis ça permet d'embarquer du monde, de faire parler de votre projet. L'autre dimension aussi, c'est que ça peut vous aider à tester alors pas forcément votre marché, mais en tout cas tester un nouveau service. Si vous êtes une association et que vous pensez développer quelque chose dans l'année, vous pouvez déjà tester et voir si, via le financement participatif, vous pouvez avoir des retours. Si vous vous lancez, par exemple, je repense à Filanou, donc qui avait été créé pour fabriquer les masques pendant la crise Covid. À la sortie de la crise Covid, ils se sont réellement demandé, maintenant qu'on a un chantier d'insertion, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire d'autres produits? Et ils ont lancé une première collection de produits de couture zéro déchet. Et pour tester, pour valider qu'il y avait bien un marché à prendre, ils ont fait une campagne de crowdfunding pour prévendre leur première collection. Et ils ont réussi. Même si c'était sur un petit montant, ils ont eu en tout cas la validation et la réponse qu'il y a peut-être un marché là-dedans et on peut se lancer. Et on peut maintenant aller demander des financements plus importants aux collectivités avec cette déjà première réussite, cette première étape qui a été franchie grâce au financement participatif. Et quand on va voir une collectivité ou un financeur et qu'on lui dit il y a déjà tant de personnes qui souhaitent que ce projet existe sur le territoire, dans mon quartier, ça rassure également beaucoup. Aujourd'hui, sur PocPoc, nous, on s'est spécialisé dans l'économie sociale et solidaire, donc on accepte que les meilleurs projets. On va faire en sorte que les projets aient un réel impact positif, social, sociétal ou environnemental, qu'ils aient un fort ancrage local. Et qu'ils aient en tout cas un engagement éthique. Donc on va vérifier si la structure a bien inscrit dans ses statuts les principes de l'économie sociale et solidaire, la bonne gouvernance, la lucrativité limitée, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est que 1 € donné sur PocPoc, qui est la garantie pour la personne qui contribue que ce projet aille réellement pour le territoire. Comment on fait pour contacter du coup PocPoc ? Eh bien, vous allez sur pocpoc.re et vous cliquez sur « Proposer un projet ». Dans le déroulé, en tout cas sur PocPoc, c'est que tous les projets qui s'inscrivent sur la plateforme sont contactés directement. Il y a un réel accompagnement. On a assez peu de projets, nous aussi, et on en recherche, on est en demande.
Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Et puis, contrairement à des plateformes plus importantes au niveau national ou européen, là, on est une plateforme locale, donc on est au contact des associations, on connaît le territoire, on connaît ses acteurs, donc on est vraiment aux petits soins de chacun des porteurs de projets. Et une fois que vous avez inscrit votre projet sur la plateforme et que vous avez, alors soit moi, soit un bénévole de POC POC qui vous appelle, qui veut en savoir plus sur votre projet, ensuite il y a une commission qui va vérifier que le projet respecte bien ces 3 critères. On va vérifier également que le projet est prêt à mener une campagne de crowdfunding. Ça peut parfois être beaucoup trop tôt ou pas opportun par rapport à la saisonnalité. Justement, nous, on n'impose pas de calendrier. Justement, on s'adapte au calendrier des porteurs de projets pour que la campagne arrive au meilleur moment et soit la mieux préparée possible. Et puis une fois que c'est passé en commission, c'est plus ou moins libre. On va quand même demander aux porteurs de projet de réaliser sa campagne dans les 3 à 6 mois qui suivent pour éviter que le projet stagne et puis pour éviter surtout que le projet évolue trop par rapport à la demande qui était faite au départ. Merci beaucoup. Je suis désolé. Ce que je vous propose, c'est que de toute façon, on ne va pas partir tout de suite. On va pouvoir peut-être continuer d'échanger à l'extérieur si vous voulez. Il y a un véritable accompagnement technique sur la méthode justement de crowdfunding pour justement pas uniquement communiquer et faire connaître son projet, mais aussi aller rechercher des personnes qui viendraient soutenir le projet. Oui. Il y a une véritable dimension communautaire en fait. Le financement participatif, c'est un outil numérique certes, mais c'est embarquer un maximum de monde vers son projet, faire en sorte qu'un projet du territoire soit soutenu directement par le territoire et que les gens s'investissent financièrement parce que, comme on l'a dit, c'est le nerf de la guerre, mais pas seulement. Une campagne de financement participatif, ça permet d'attirer de nouveaux bénévoles, de faire connaître son projet, de trouver des compétences nouvelles qui vont aider son projet par ailleurs. Alors, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. Vous aurez peut-être des projets qui vous plairont également, donc pourquoi pas. Juste avant merci en tout cas pour l'intervention. Juste avant de terminer, j'aimerais simplement vous rappeler que France Active Réunion également est financeur solidaire, c'est-à-dire qu'il utilise le financement, l'épargne solidaire de vos livrets de développement durable pour pouvoir intervenir sous forme de garantie sur un emprunt bancaire. On se porte cautionnaire pour vous auprès des banques. Les associations, du coup, accèdent plus facilement aux prêts bancaires et notamment donc avec le crédit agricole, mais comme Olivier le précisait tout à l'heure, il y a 4 banques mutualistes, la Caisse d'épargne, la Brel, le Crédit Agricole, donc des cautions sur emprunt bancaire et aussi la possibilité d'intervenir sous forme de prêts, des prêts participatifs aussi, donc des prêts qui peuvent aller jusqu'à 200 000 euros. Pour les associations, c'est des prêts à taux zéro jusqu'à 30 000 euros et jusqu'à 200 000 euros après à 2% quand on est dans la famille de l'économie sociale et solidaire. Tous ces outils-là sont complémentaires, donc tout ce qui a été vu et dit aujourd'hui. On a bien pris en compte les questions et les interventions. Merci beaucoup. On peut poser une dernière question si vous voulez. Et pour faire plaisir à Olivier quand même, je vais te répondre que on a des permanences à Saint-Pierre, on a des ateliers au port à Saint-Louis au niveau du financement et on vous demande pour le DLA, le dispositif local d'accompagnement où on vient mettre des ateliers pour faire monter en compétence les personnes pour les professionnaliser, on vous demande de nous faire connaître vos besoins. Si on a un groupe d'associations qui veut se professionnaliser sur une thématique précise, on le fera cet atelier-là au plus proche de l'association. Mais on n'a pas de demande. À chaque fois qu'on lance des inscriptions, elles sont toutes soit sur Saint-Denis, soit dans tout le secteur. Donc on n'a pas de demande géolocalisée. Si on a ça de votre part, n'hésitez pas à revenir vers nous. On mettra en place des accompagnements. Voilà. Donc, j'espère que quand même tu as pu avoir une réponse à ça. Alors, la question sur la plateforme ? Oui, donc ma question elle est pour Madame Zit. Pour la plateforme Yapla, voilà. Oui. Je voulais savoir, il faut qu'on s'inscrit, on crée notre compte ou il faut aussi être
clients chez Ah non, vous mais pas du tout. Pas C'est du ce que tout. je C'est vous ouvert à expliquais. tout le monde. Non, pas du tout. La plateforme Yapla, c'est une plateforme nationale et vous n'avez aucune obligation d'être client Crédit Agricole. Bon, après, on vous demande des documents, la fiche INSEE, parce que c'est quand même quelque chose où on gère des paiements et on doit avoir une conformité de votre ouverture de compte Yapla, on va dire ça comme ça. Mais non, il n'y a aucune obligation d'être client Crédit Agricole pour la plateforme Yapla. Ça s'appelle pas Yapla Crédit Agricole. Ouais, ok. Ça s'appelle Yapla. Donc, il y a la création d'un compte en ligne, enfin, un Oui. compte Sur la plateforme, vous créez, ça se fait en 5 minutes avec votre fiche INSEE et le PV de vos membres et la pièce d'identité du président. Et c'est très rapide. Voilà, donc non, aucune obligation, aussi bien pour le guide du dirigeant des associations que je vous parlais tout à l'heure. Vous le récupérez en PDF, j'en ai quelques exemples pour ceux qui le veulent. Il n'y a aucune obligation d'être client Crédit Agricole, c'est vraiment des dispositifs mutualistes qu'on met en place. Alors, je suis désolé, on va devoir vous laisser parce qu'il y a le prochain atelier qui va commencer, mais on ne part pas, on ne se sauve pas. Donc, venez échanger avec nous, ce sera vraiment avec un grand plaisir. Je voudrais remercier Sonia Serra, Tanguy Sévadenué, Graziel Azit, Fabrice Nicole et le rapporteur qui a écrit tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, là, qui va avoir la dure tâche de le restituer, donc Thierry Donadio, pardon. Et également remercier Véronique Coirot qui est dans la salle, qui est la responsable de cette table ronde. Voilà, merci beaucoup à tous. À très bientôt.